Pterois volitans, ou poisson-lion, qui est une rascasse originaire de l'océan Indien et du Pacifique, est bien arrivé sur la côte atlantique des États-Unis à la fin du siècle dernier. Dans son milieu d'origine, le poisson-lion est un simple prédateur parmi d'autres. Il fait partie de l'équilibre écologique. Mais ici, dans l'Atlantique, il se change en une terreur des mers. Il dévore tout sur son passage, avale tous les poissons dont ils sont encore petits, gobe les larves de crevettes et de langoustes. Aussi bien dans les mangroves que dans les récifs, il engloutit ses concurrents et prédateurs avant qu'ils aient la taille de s'attaquer à lui. Partout où il prospère, la vie marine s'appauvrit et les récifs tropicaux se changent rapidement en désert. En 10 ans, le poisson-lion a conquis un immense territoire à une vitesse effarante, ce qui fait dire aux scientifiques qu'il est le pire envahisseur de la planète. Comment est-il arrivé dans l'Atlantique alors que son milieu d'origine est à des milliers de kilomètres? La réponse à cette question se trouve peut-être au large des côtes de Caroline du Nord, à 3 heures de bateau du laboratoire de Beaufort. Le docteur James Morris, du National Ocean Service, est le scientifique qui a le plus étudié Pterois volitans. Pour ce fils de marin-pêcheur, l'invasion du poisson-lion est devenue une affaire personnelle. Épaulé par un groupe de volontaires, il fait route vers l'épave du Neko pour capturer vivant un grand nombre de spécimens afin de poursuivre ses études en laboratoire qui tentent d'élucider les mystères de cette invasion. Ici, nous sommes sur le site de la plongée, au large de la côte de la Caroline du Nord. Sur cette épave, nous capturons des poissons-lions depuis des années. Les poissons que les plongeurs vont rapporter seront utilisés pour nos recherches en laboratoire. Le Neko est un cargo allemand qui a sombré il y a plus de 100 ans dans les eaux du Gulf Stream, un courant marin qui se forme dans la mer des Antilles et remonte vers le nord de l'Atlantique. Les volontaires de James Morris doivent savoir négocier avec la puissance de ce courant. En Caroline du Nord, le Gulf Stream est un véritable fleuve sous-marin qui longe la côte à une vitesse de 10 à 15 km/h. Le plongeur qui se laisse emporter manquera l'épave et risque de se perdre au milieu des grands requins taureaux qui croisent dans les parages. Les eaux tempérées du Gulf Stream sont propices à la vie sous-marine. James Morris envoie régulièrement son équipe plonger sur l'épave du Neko, parce qu'il sait qu'elle y trouvera des poissons-lions extrêmement nombreux et surtout très gros. Grâce à l'abondance de nourriture, beaucoup de spécimens atteignent ici la taille maximale de l'espèce, soit une quarantaine de centimètres. Et il ne faut pas s'y tromper. Contrairement aux apparences, Pterois volitans est l'espèce dominante sur le Neko. Chaque jour qui passe, la place qu'il laisse à ses concurrents se réduit dramatiquement. Le poisson-lion n'est pas un nageur très rapide, mais le capturer vivant, sans le blesser, est une chose délicate et dangereuse. Par 45 mètres de fond, le cœur et l'organisme sont très sollicités. Les plongeurs doivent économiser leurs efforts sous peine de s'épuiser très vite. Il leur faut aussi prendre garde aux épines empoisonnées de l'animal. La piqûre est extrêmement douloureuse. La souffrance engendre un stress intense qui peut dégénérer en accident de plongée aux conséquences dramatiques. L'équipe a capturé une trentaine de spécimens. La collecte devrait être suffisante pour le Il est
Temps de remonter, car à cette profondeur, la bouteille d'air se vide très vite. La plongée ne peut durer guère plus d'une demi-heure. Sur le bateau, les prises sont immédiatement transférées dans un bac d'eau de mer. Good haul, that one. Yeah. Big female here. À cause de la forte différence de pression entre le fond et la surface, les poissons n'ont pas eu le temps de décompresser et leur ventre est ballonné. Pour les garder en vie, James Morris perce leur vessie natatoire avec une aiguille creuse. L'air s'échappe et le poisson retrouve très vite son équilibre. De retour au laboratoire de Beaufort, James Morris transfère ses prises dans des cuves remplies d'eau de mer constamment renouvelées. Elles seront leur vivier temporaire. Plusieurs spécimens capturés dans l'épave du Neko sont disséqués dès le lendemain matin. Leur ADN va être analysé. L'analyse comparative systématique des ADN de tous les poissons-lions prélevés dans cette région de l'Atlantique devrait permettre de remonter jusqu'à la souche originelle, de comprendre comment l'espèce est arrivée là et de préciser le lieu où a commencé l'invasion. Généticien à l'université Duke en Caroline du Nord, le professeur Thomas Schultz dirige cette étude depuis l'arrivée de l'envahisseur. En utilisant nos outils génétiques, marqueurs moléculaires que nous voyons ici, les polymorphismes génétiques, une des choses que nous cherchons à savoir est combien de poissons-lions ont été introduits à l'origine sur la côte est des États-Unis. Quand vous regardez deux poissons et qu'ils se ressemblent morphologiquement, vous ne pouvez pas savoir si ces poissons ont les mêmes parents. En utilisant ces polymorphismes génétiques, nous pouvons évaluer la diversité génétique de cette population d'envahisseurs et nous essayons d'en déterminer quel nombre minimum de poissons-lions ont été introduits aux États-Unis à l'origine. La recherche génétique montre qu'un tout petit nombre de poissons-lions a été introduit dans l'Atlantique, probablement moins de 10. Il y a de fortes chances qu'ils viennent du commerce des poissons d'aquarium. C'est une espèce très appréciée, importée d'Indonésie et des Philippines. Et nous savons que des dizaines de milliers de poissons-lions ont été importés aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Grâce aux travaux du Dr James Morris et du professeur Thomas Schultz, on sait désormais comment le poisson-lion est arrivé dans les eaux atlantiques. Tout a commencé en Floride à la fin du XXe siècle, vers le milieu des années 80. Dans quelques appartements des célèbres immeubles de Miami et de Palm Beach, les amateurs de poissons exotiques ont décidé que leurs poissons-lions n'avaient plus leur place dans l'aquarium familial. N'ayant sans doute pas le cœur de les tuer, ils ont décidé de les relâcher dans la mer, en bas de chez eux. La raison pour laquelle les poissons-lions ont été relâchés n'est pas très claire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une mauvaise idée. Et maintenant, nous menons des campagnes d'information à propos des conséquences provoquées par le fait de relâcher des animaux familiers dans la nature. On pouvait supposer que les spécimens relâchés en Floride, très loin de leur milieu d'origine, n'auraient que de très faibles chances de survie. Non seulement ils ont survécu, mais ils se sont multipliés à un rythme stupéfiant et se sont lancés aussitôt à la conquête de l'Atlantique Ouest sur deux fronts simultanés. Au sud, vers le golfe du Mexique et les Bahamas. Au nord, vers les États de Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord. Puis, après avoir conquis toute la Caraïbe et l'Amérique centrale,
le poisson-lion est arrivé en Amérique du Sud. Beaucoup d'aspects de la biologie et de l'écologie du poisson-lion ont permis à cette invasion de progresser, au point de faire du poisson-lion l'envahisseur le plus destructeur de la planète.